Bien le bonjour à vous toutes et tous. On commence par une prise de refuge, puis ensuite nous nous y mettons. Sangye Chötang Tsoge Chonamla Chungchu Parantu Dani Kyapsuichi Dagi Jin So Gipe Sönamki Ndrola Penchir Sangye Druparaisho. Voilà, j'ai dit lentement cette prière de refuge, parce que, bien sûr que le but aussi, c'est progressivement de pouvoir apprendre le sens de cette prière de refuge au moment où on la récite. Donc, bienvenue. Et je dis au moment où on la récite, et là, je reprends le fil que j'avais commencé à tisser dans la première leçon, celle qui vient de se terminer avec le groupe, on va dire, niveau 3, avancé. Et ici, pour nous, Tib niveau 2, vous voyez, j'ai un peu dénommé ou nommé les choses de manière un peu différente. Donc, c'est bien sûr le cours intermédiaire. On a les débutants, débutantes qui viennent nous rendre visite, et c'est une très bonne chose. Comme ça, voilà, ils se mettent déjà dans le bain de ce qu'on va faire ensuite toutes et tous ensemble, c'est-à-dire de l'analyse de texte. Et pour reprendre l'idée de tisser un fil avec l'idée de réciter une prière et comprendre son sens, c'est pour revenir, et je pense que c'est très important de l'expliquer, pour revenir au fait que le but fondamental du jeu dans ce travail d'analyse et de compréhension du tibétain, c'est faire qu'à un moment donné, quand on lit un texte, que ce soit ici dans un texte en prose ou que ce soit un texte versifié, que le travail qu'on fournit, qui est un travail de compréhension, de décryptage, de grammaire, etc., fasse que, au moment où nous lisons, nous avons le sens qui apparaît. Parce que c'est le but. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait de l'analyse de texte. Parce que l'analyse de texte, c'est voir se dessiner dans un texte comme celui-ci la structure qui, bien sûr, est associée au sens. Ce qui fait que quand on voit que telle syllabe peut être associée, je sais pas, là je fais n'importe quoi, mais à ce groupe, ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand on voit le groupe, on voit le sens associé à ce groupe. Et ça, c'est le but du jeu quand même. Parce que, évidemment, quand encore une fois, on lit n'importe quelle forme de texte, chaque fois on est en train de dire quelque chose qui est signifiant. Et donc quand on dit Sangye Che Tang Tsogi Cho Nam La, on dit vraiment quelque chose de très signifiant. Et le travail qu'on fait finit par nous permettre de comprendre ce qu'on est en train de dire au moment où on le dit, parce que justement on fait cette association entre Sangye Che Tang Tsogi Cho, par exemple, qui devient un élément, un groupe de mots porteurs de sens. Hop, et au moment où on le dit, tac, on l'a. Comme quand on dit Dagi, Jinso, quand on dit dans la troisième phrase, Dagi, ou la quatrième, je sais plus, Dagi, Jinso, Dagi c'est moi, Jinso c'est la générosité, etc. Et on a ces éléments de sens qui surgissent au moment même où on est en train de dire le mot. Et c'est vraiment le travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire c'est juste pour bien se rappeler qu'on ne fait pas de l'analyse de texte en vue de devenir des excellents traductrices et traducteurs, ce qui est possible aussi. Mais c'est pas vraiment le but. Pour nous, le but, c'est que cet effort d'analyse, c'est pas tellement, le but n'est pas tellement le rendu en français pour faire qu'on trouve une forme parfaite en français. Non, l'idée, c'est qu'on comprenne ce qu'on dit. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, une fois qu'on a bien compris, c'est-à-dire qu'on a compris à la tibétaine presque le texte, alors là, on peut commencer, pourquoi pas, un jour à pouvoir se dire, tiens, en français, on pourrait le dire comme ça. Mais idéalement, une traduction, elle va venir comme ça. Parce que sinon, on tombe dans ce qui, à mon avis, pourrait être une forme de piège, c'est de se dire, bah oui, pour traduire, c'est pas compliqué. On prend le dictionnaire et puis on n'a qu'à regarder le sens du mot. Mais ça marche pas comme ça. En tout cas, une bonne traduction, ça veut dire qu'on a senti le texte, et alors là, on peut commencer à l'exprimer. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Ok, à part ça,
On se retrouve là ensemble pour cette dernière leçon avant la fin de l'année, avant la pause hivernale. Vous avez reçu les mails, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour ça. J'espère que c'est le cas, hein, que tout le monde a bien reçu les informations. Ah, je vois Agnès, tu lèves le doigt. Ouais. Est-ce que je peux poser une question? Mais je t'en prie, vas-y, bien sûr. Je regardais, je faisais un petit peu les Quizlets là, Ouais. et j'ai une question par rapport au. Donc il y avait un exemple sur je mange une pomme ou j'ai une pomme. Le jeu était nga. Ouais. Alors que le jeu, sinon, c'est tac. C'est avec les 3 lettres. Alors, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, on a la possibilité de l'écrire comme ça. Voilà. Ce qu'on voyait ces derniers temps. Et absolument. puis là, dans le Quizlet, il y avait juste le nga. Alors, absolument, on a juste le nga. Eh bien, en fait, la réponse, c'est que les deux sont vrais. C'est-à-dire que nga, dans la langue parlée, on va utiliser cette forme, nga. Et dans un texte littéraire, on utilisera plutôt pao, ta, ka, sa, ta. On utilisera plutôt cette forme. Tout simplement parce que ici, avec ce mot, donc da, qu'on prononcera da, hein, bao, ta, ka, da, plutôt, eh bien, avec ce mot, on va dire ego, on va dire le soi. Alors qu'avec nga, on va dire je. C'est la différence qu'il y a. Mais à part ça, on parle de nous, bien sûr. Mais avec le da, on est un peu dans le soi, dans le sens du je philosophique. Mais il faut savoir que c'est aussi, même en tibétain parlé aujourd'hui, il peut y avoir des formes ou des dialectes où on va dire da pour je. C'est-à-dire que c'est souvent du tibétain qu'on considère aujourd'hui comme archaïque par rapport à un tibétain moderne, comme souvent on le fait dans les langues. Hein. On va considérer que, voilà, une version moderne de la langue, plus archaïque de la langue. Mais, Jean. Ouais, c'est vrai. Oui, Philippe? Ouais, Jean-Marc, du coup, pour la suite de ça, donc dans le da, c'est l'ego, et pour dire que l'ego, du coup, il est acteur, on rajoute le ki derrière. Ouais, absolument. Et sinon, pour le nga, c'est pas la peine. Si, c'est pareil. C'est pareil. Oui. Okay. Comment tu le ferais avec un nga? C'est-à-dire, mais tu vas nous trouver ça tout de suite, bien sûr. Voyons. C'est pas possible. Ah oui, non, mais tu vas. On pourrait penser que avec le nga, le ki est inclus dedans, quoi. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, comme ça serait. Pourquoi pas? Ah, c'est pas possible. C'est impossible. Dans ton exemple de j'ai une pomme, effectivement, il n'y a pas le gui. Ah, mais c'est parfait, vous êtes en train de me fournir sur le plateau tout ce qu'il me faut pour reprendre avec vous des notions essentielles. Mais ça, c'est absolument magnifique. Parce que, ok, alors Agnès, dans l'exemple de la pomme, il n'y a pas le qui. Donc, on est bien d'accord qu'on a au centre de notre affaire, on a un mot. Hein, et on a un mot qui est nga, tout simplement. Voilà. C'est un mot, on pourrait dire, à l'état neutre. On est d'accord, on a je. Quand on dit je, est-ce que l'on peut le qualifier d'un bénéficiaire? Non, pas vraiment. C'est-à-dire, rien ne me dit, au moment où je dis je, que c'est un bénéficiaire. On est d'accord, vous êtes d'accord avec ça? De la même manière qu'au moment où je dis je, ça ne signifie absolument pas qu'il soit acteur. On est d'accord ou pas? Voilà. C'est pour ça qu'on pourrait très bien comprendre cette situation-là, en tibétain, comme une situation à l'absolutif. Ça veut dire, bref, c'est parce que Tournadre utilise ce genre de choses par rapport aux particules. Bref, rentrons pas dans un truc trop compliqué. C'est ici simplement le jeu pour lui-même. On est dans une espèce de jeu absolu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un jeu ici qui n'est pas défini. Ok. Donc vos remarques, autant celles de Philippe que celle d'Agnès. Alors, celle de Philippe, je lui tire un tout petit peu l'oreille parce que quand même, là, Philippe, il aurait quand même, voilà, il est tombé dans le piège qui est un peu la peau de banane sur le trottoir, là. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, en tibétain, si vous avez un élément comme celui-là, et que vous n'avez aucune forme de précision, vous ne pouvez absolument pas savoir si le jeu est acteur ou bénéficiaire. C'est pas possible. Donc, comment est-ce que vous allez rendre ça en tibétain? Eh bien, vous allez utiliser, et on arrive aux particules, vous allez utiliser nos fameuses particules.
Et les fameuses particules, eh ben, elles sont là. Ok. Il va y avoir une particule qu'on va appeler la. C'est une particule oblique que vous avez peut-être d'ailleurs déjà vue. Hein. Ça, c'est fort possible que vous l'ayez déjà vue. Cette particule oblique, elle va avoir comme but de rendre, et je dis bien de rendre, c'est-à-dire de transformer le nga, c'est-à-dire le nga qui est un je, en bénéficiaire. D'accord? Donc, si vous voulez dire que quelque chose se rapporte à je, vous êtes obligé de dire nga la, comme dans l'exemple que tu as vu, Agnès. J'ai une pomme, nga la kushuye. Parce que si je dis nga kushuye, ça veut strictement rien dire grammaticalement en tibétain. Ou alors on est en train de dire je suis moi-même une pomme, ce qui pourrait, pourquoi pas, s'envisager, mais dans ce cas-là, je me suis trompé d'auxiliaire final. Donc je devrais dire nga kushuyin, parce que voilà. Mais parce que, encore une fois, je reviens à mon petit laïus sur la langue égophorique, chaque fois que vous utilisez un mot en tibétain, vous êtes en train de fournir une information extraordinairement essentielle à votre interlocuteur. Donc, quand vous dites nga la, avant que vous ayez développé quoi que ce soit à partir de cet élément de base, vous êtes déjà en train de dire que nga la, ça se rapporte à moi. Et c'est pour ça que le tibétain comme construction de langue est une construction extrêmement intéressante, parce qu'elle suit un peu le chemin simple, sans raffinerie, ou bref, simple dans le sens de assez essentiel, assez épuré, le chemin que suit l'esprit. C'est-à-dire, si on veut dire du genre « donne-moi une pomme », admettons, eh ben, en tibétain, on dit « ngala ». Pourquoi ngala? Parce que c'est « à moi ». À moi, pomme, je veux. Pourquoi? Parce que d'abord, on dit à moi, mais pas, on dit pas à moi, pomme, je veux, comme si on parlait, dans le temps, on disait parler un petit nègre. Vous vous souvenez de cette expression absolument terrible? On peut pas l'utiliser aujourd'hui, ça va pas. Mais c'était très dépréciatif pour dire on parle mal. Mais en fait, on parle pas mal quand on dit à moi, pomme, je veux. On est en train de suivre le modèle de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, il se sent comme un je. Et il se sent comme un je, et il veut que quelque chose vienne vers je. Mais on n'est pas dans une pensée alambiquée ou très complexe. On n'est pas en train de dire il serait nécessaire que le je possède gna gna gna. On est juste en train de dire que je, une pomme, il veut. Donc dans ce cas-là, on suit cet élément de la pensée, c'est-à-dire ngala, kushu, ge. J'ai besoin d'une pomme, ou je veux une pomme, ou ngala, kushu, de. Je veux, bon bref, quelle que soit la chose qu'on exprime. Mais donc, dans un premier temps, on va préciser qu'il est bien question de ngala. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que le nga, il est à l'absolutif, même si c'est une catégorie un peu bizarre. Bref, il est un élément non déterminé. Il est un élément en lui-même, je en lui-même. Pour que le je devienne bénéficiaire, on lui rajoute là. De la même manière, on continue l'exercice. Si je veux donc que le jeu devienne acteur, dans ce cas-là, eh bien, je mets la flèche dans l'autre sens, et là, je rajoute la particule, une lettre en l'occurrence, qui est une particule. La particule ça. Et si je dis, pourquoi? Parce que la particule ça, c'est en fait la particule, alors là, c'est là où on commence à faire de l'analyse de texte, et il y a petit à petit des éléments qu'il nous faut acquérir. Alors pour le groupe des intermédiaires, vous le savez, si je te dis Philippe, si je te demande de me parler de la particule ça, tu vas me dire quoi là-dessus? C'est l'ergatif instrumental, en fait. Très bien. Et puis ensuite, tu vas me dire quoi? Est-ce qu'elle est morphologiquement variable ou invariable? Elle est comment? Elle est morphologiquement variable. Ouais, elle a combien de formes? Elle a 4 ou 5, je ne sais plus, 5. Elle a 5 formes, absolument, et ça, c'est une de ces formes. On est d'accord. Oui. Et dans ce cas-là, eh bien, cette forme, donc de l'ergatif instrumental, est-ce qu'elle se met après le nga, c'est-à-dire après le point qu'on voit ici, ou est-ce qu'on enlève le point et on la met tout de suite à côté?
on la met à côté. Absolument. C'est pour ça que ça va devenir très naturellement nga, sa, nge. D'accord? Oui. Désolé, j'ai raté mon truc. Nga, sa, nge. Ok? Ça devient donc le jeu acteur. Nge. Ok? Et pourquoi collons-nous ici la particule après le nga de cette manière? Eh bien, c'est simplement parce que, en fait, quand une lettre ici est ce qu'on appelle une lettre seule, c'est-à-dire sans suffixe, ce qu'on appelle en tibétain tame, ça petit à petit vous finirez par le savoir, mais quand vous la voyez sous sa forme seule, eh bien dans ce cas-là, vous collez la particule directement derrière. Mais s'il y avait eu comme dans da, si on reprend notre da, on a donc da. Alors, pao, da, ka, da, ok. On a notre mot da. Et bien dans ce cas-là, on va dire da, ki, ka, nga, gi. Et on va avoir ici la particule qui va prendre cette forme-là. D'accord? Et ça, c'est petit à petit quelque chose qu'on va savoir. Mais là, c'est très bien. C'est pour ça que j'étais content que vous m'offriez sur un plateau cette possibilité de préciser, parce que c'est justement ce qu'on va travailler maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous savez lire. On va considérer que vous savez lire. Ah, Dominique a partagé un fichier. Qu'as-tu partagé comme fichier, Dominique? Dis-nous. Parce que moi, je vois pas, là. Ah, pardon, c'était le dessin que j'avais fait sur le jeu qui aime bien être entouré de particules. Ah, mais c'est génial! Ben Il y avait voilà! le la, le qui et le qui. Et ben voilà, donc vous pouvez récupérer ça dans Zoom, c'est ça? Normalement, dans le chat de Zoom, vous pouvez le récupérer. Eh ben impeccable. Peut-être On peut que le remettre dans WhatsApp aussi après. ben, très bien, tu le remettras dans WhatsApp. Une petite infographie, c'est toujours très bien. Ça nous permet de comprendre les choses de manière graphique. Bref, donc si j'en reviens à ça, ici, on voit bien que parce que le mot lui-même, paodak, se termine avec un suffixe, dans ce cas, on prend cette forme-là de la particule. Mais maintenant, pour en revenir à l'explication que je vous donnais ici, parce que ça, c'est l'explication la plus importante pour nous ici, dans un premier temps, c'est qu'il nous faut bien comprendre qu'en fait, le jeu, encore une fois, il est dans une forme neutre, non encore définie, et ce sont les particules qui vont définir ce qu'il devient. C'est pour ça que j'ai utilisé, je crois plusieurs fois, l'idée d'une métamorphose. Pour prendre une image simple, c'est l'image du lait dans lequel vous mettez les couleurs. Oui, Annie, tu veux rajouter quelque chose? Même ouvre ton micro, on t'entend pas. Oui. Quand on rajoute genre, ça rajoute quoi? Honnêtement, ngarang, ouais. Alors ça, c'est une remarque intéressante parce que vous pouvez dire je. En plus, il y a différentes manières de dire je. Donc, vous pouvez dire ngarang. Ngarang, ça serait moi-même. Parce que le rang insiste sur la réflexivité. On revient vers soi, encore une fois. Mais ngarang, kerang, ke, honnêtement, je pense pas que dans le tibétain parlé, alors là, il faudrait être tibétain pour vraiment l'affirmer. Mais je pense pas qu'eux-mêmes voient une grande différence entre nga et ngarang. Ça serait plutôt ensuite dans le contexte. Mais pour nous, on peut le considérer comme des équivalents. En tout cas, à notre niveau ici. Vraiment. Donc voilà. Mais, donc, c'est pour ça que Philippe, j'avais envie de te tirer quand même un peu l'oreille, parce que si tu veux, tu peux pas faire disparaître une particule comme ça. Non, mais peut-être comme on parlait de là, je disais peut-être que cette lettre, elle voulait dire, par exemple, que simplement je en tant qu'acteur ou je en tant que moi, quoi. Oui, non, mais c'est des, oui. Voilà. Oui, mais là, tu sors un peu les rames, hein, donc c'est très bien, hein, faut sortir les rames de temps en temps. Mais si tu veux, pour rester au ras du sol du tibétain, c'est pour ça que ça m'amuse là de jouer là-dessus, parce que
Justement, quand je vous dis le texte dit la vérité, c'est pas juste une formule. C'est-à-dire que le texte nous demande de revenir à la base même de ce qu'il nous montre. Là, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si je vois ici, et là j'en ai un parfait exemple, là, hop, je vois Daaki, ici, hein, dans le texte, ben, Daaki, c'est moi acteur. Et là, le texte me dit la vérité. Si je n'ai pas de particules, je ne peux pas imaginer qu'elle va se retrouver comme induite automatiquement dans le mot. Ça n'existe pas en tibétain. En tibétain, on signifie tout. Il n'y a pas de je. Je comprends très bien ce que tu dis, Philippe, parce que nous, on a une langue comme ça. C'est-à-dire qu'on a une langue qui va laisser entendre un certain nombre de choses sans jamais les préciser. Si on dit, encore une fois, et pour reprendre, Agnès, l'exemple de j'ai une pomme, si je te passe une pomme, imagine, tac, voilà, hop, je donne une pomme à Agnès. Cette pomme, on va dire que c'est la mienne. Hein, alors peut-être qu'on peut faire ça avec un stylo. Je te donne mon stylo. Du genre, on est là, tu as besoin d'écrire, tu dis, ah mais juste, j'ai pas de crayon. Ah bah pas de problème, je te passe mon crayon. Je te passe mon crayon, je te passe mon stylo. Une troisième personne arrive et elle te dit, Agnès, est-ce que tu as un crayon? Puis tu dis, ouais, j'ai un stylo. Quand tu dis j'ai un stylo, tu n'as absolument pas précisé ton rapport de propriété au stylo. Tu as juste dit j'ai un stylo. En tibétain, tu ne peux pas te permettre ça. Parce qu'en tibétain, si tu dis j'ai un stylo, tu ne sais pas si c'est ton stylo ou si tu as un stylo. Et ce n'est pas la même chose. Parce que avoir un stylo ne veut pas dire que c'est le tien. Mais si tu veux exprimer c'est ton stylo, donc tu dois le préciser. Et en français, on est sans arrêt en train de devoir le préciser. T'as un stylo? Ouais, j'ai un stylo. C'est le tien? Ah non, c'est pas le mien. Ah ouais, mais t'as quand même un stylo. Donc là, on fait du Raymond DeVos avec ça. Parce qu'après, ben, finalement, on est dans une espèce de flou de la langue qui marche très bien parce qu'on a l'habitude de fonctionner avec ça. Mais un tibétain fonctionne absolument pas comme ça. Un tibétain fonctionne avec une langue égophorique, qui est une langue centrée sur le je qui exprime quelque chose, et il va sans arrêt situer, localiser, etc. C'est pour ça que si on dit nga kushu, ngala kushu ye, on va utiliser à la fin, on va utiliser ye. Pourquoi on utilise ye? Parce que ye, eh ben hop, ye, c'est un auxiliaire verbal qui nous permet de dire que nous localisons. Donc, en fait, nous localisons, nous disons près de moi ou vers moi, il y a une pomme. On ne dit même pas j'ai une pomme. On est simplement en train de localiser. Parce que si j'ai une pomme dans la main, je dis ngala kushuye, il y a une pomme là dans ma main. Donc, c'est une langue égophorique jusqu'au bout. C'est-à-dire, il n'y a pas d'équivalent verbe être, verbe avoir. Non, il n'y a pas. Et j'ai ma pomme. J'ai ma pomme, et dans ce cas-là, tu dois dire... alors, j'ai ma pomme, c'est intéressant, parce que tu es obligé en tibétain de dire kushu di ngein, c'est-à-dire c'est la mienne. Ou nge kushu. Tournure de phrase, alors. Ah oui, complètement. Tu vas dire nge kushu, ma pomme, nge kushu ye. J'ai ma pomme. Nge kushu. Alors, nge kushu, donc j'ai fait un lien avec le génitif pour dire c'est la mienne de pomme. Nge kushu, nga gigui. Hein, je vais écrire dans ce cas-là nge. Hop, je vais écrire nge kushu. Et puis hop, je vais écrire kushu. Tac, 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 tac. Je vais dire nge kushu, puis je vais insister donc sur le nge. Parce que je vais dire ma pomme, c'est la mienne de pomme. Nge kushu, ye. Puis après, je dis ye parce que je dis oui, je l'ai là. Et Jean-Marc, tu pourrais dire aussi nge kushu alors. Nge kushu pour dire ma pomme. Mais est-ce qu'on peut dire dagi kushu? Oui, mais alors est-ce que tu l'écris comme ça, Philippe? Ah ouais, non, ça va pas aller. Ben, c'est-à-dire, tu as le droit de dire dagi kushu. Là, bah regardez. Non, mais ça va pas. Regardez, c'est extraordinaire, mais c'est parfait. Là, dagi nyugu. Nyugu, on va dire que ça veut dire pouce. Ça, c'est juste comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est un problème de vocabulaire. Plus vous en connaissez, mieux c'est. Voilà, ok. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus de ça. Donc, nyugu, pouce.
pousse, germe, ce que vous voudrez. Donc, dans cette phrase-là, c'est-à-dire cette phrase, ce segment, ce groupe de mots, Daginyugu, quand on dit Daginyugu, est-ce que ça pourrait signifier ma pousse? C'est une question que je vous pose. Ok, Cathy, t'es bien clair sur le fait que ça peut pas être ma pousse. Si je voulais, Cathy, et c'est toi qui vas nous donner la réponse, Cathy, tu vas me dire ce qu'il faudrait pour que ça devienne la mienne de pousse. Tu dirais quoi? Là, Non, les petits amis, vous avez toujours pas pigé. Yun, Yun. Non, non, non. Nie, Non, avec le Hagigui. Oui, c'est-à-dire dans la Oui. phrase elle-même ici, c'est ça que vous changez, c'est la particule, c'est ce que je vous ai montré avant. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Ben vous dites da ki nyugu, mais le ki vous l'écrivez pas avec le sa. OK? Le sa vous le masquez et vous écrivez da ki nyugu. D'accord? Vous écrivez ça comme ça. Da ki nyugu. Et vous avez masqué l'aspect particule ergative instrumentale. Vous ne gardez que l'aspect génitif. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que le texte dit la vérité. Parce que si vous voyez dans le texte, comme c'est le cas ici, vous voyez clairement da qui, ben vous faites comme vous voulez. Le da est un agent. Et ça ne peut pas être autre chose. Il peut en aucun cas être autre chose. Vous ne pouvez pas tortiller le texte dans tous les sens. C'est impossible. Après, ça ne veut pas dire qu'on comprenne bien le segment, parce que Dagi Nyugu, ben, qu'est-ce que ça veut dire si vous le traduisez? Cathy, vas-y. Qui, c'est l'ergatif, enfin, c'est instrumental, la Très partie bien. instrumentale, qui implique que Dak est en train de faire quelque chose, Ouais. c'est ça, mais avec Pou, je patine. Ok. Eh ben, dans ce cas-là, on le dirait très simplement, dans l'ordre des mots, on dirait moi, virgule, la pousse, et puis on ne sait pas encore très bien où on va, mais on a donné les éléments. C'est pour ça que quand je vous disais en tout début de la leçon que le but du jeu, c'est qu'au moment où vous lisez, eh bien, vous êtes déjà en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous dites Daki, c'est Daki, c'est moi acteur. Et après, vous avez Nyugu, pousse, Ngunpardupo, actualiser, Nyamtu, concevoir, Misemso, je n'ai pas pensé. Jean-Marc, je veux revenir à un truc avec le nga de la pomme. Là. En fait, on pourrait bien dire Dagi sans le sa, couchou. Alors ça marche très bien. Au lieu de dire nier, Alors ça marche très bien. Ah, d'accord. Okay. Ah, bien sûr. Ça marche très bien parce que ce qu'il faut respecter, c'est de nouveau la particule. Et la particule qui, alors comme là, je crois que maintenant vous avez bien compris, j'espère. De toute façon, on voit bien qu'il faut un bon moment avant que la pièce, elle tombe, hein, avant qu'on se dise « yes, ouais, ok, j'ai compris ». Parce que c'est vraiment une logique à acquérir. C'est vraiment une logique d'interprétation du texte. Oui. Pourquoi il y a plusieurs jeux? Il y a le nga et le na. Il aurait pu en mettre qu'un. Alors ça, c'est de la même manière qu'en français, on dirait j'ai une pomme ou le soi a une pomme. C'est simplement qu'on parle du je d'une manière un peu différente. Okay. Mais c'est des formes. Sachez que dans les sutras, souvent, c'est une langue assez archaïque. Alors bon, c'est pas un mot très joli parce que ça pourrait faire croire que c'est pas très bien raffiné et puis que maintenant on parle beaucoup mieux. Alors non, tu as raison, Annie, c'est pas ce que je pense non plus. Je pense qu'archaïque veut dire archaïque. Et dans ce cas-là, ça veut juste dire ancien, c'est-à-dire que c'est du tibétain ancien. Pourquoi? Parce que à l'époque, on peut même imaginer que quand on disait da gi, on voulait vraiment dire comme je. Mais vraiment je au sens de nous qui utilisons je maintenant en tibétain moderne ou en français moderne. Hein.
Mais en fait, à l'époque, on parle quand même de l'an 1000, quand tous ces sutras ont été traduits, on est dans des formes d'expression qui sont assez archaïques, qui sont considérées archaïques. Mais souvent, j'entendais la Matanzang qui venait du Kham dire, c'est drôle parce que en Khamke, c'est-à-dire en dialecte du Kham, on va utiliser des formes qu'on retrouve dans les textes. Parce que vous pouvez vraiment, et encore de nos jours, dans certains dialectes, ils diront dagi plutôt que nge. Alors qu'en tibétain moderne, on dira nge. Et en tibétain archaïque, on dira dagi. Mais c'est la même chose. Mais après, il ne faut pas se perdre là-dedans. Après, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la fonction des particules et comment elles jouent ces particules avec les mots qu'elles accompagnent. Ça, c'est vraiment, quand vous avez compris ça, vous avez compris un élément essentiel. Et quand en plus... Jean-Marc, oui, je t'en est-ce que prie. tu peux répéter ce qu'a dit Philippe, le jeu de Oui, alors, changement simplement, Philippe disait, on pourrait aussi, pour reprendre Nge Kushu, hein, ma pomme, donc on écrirait Nga Agigu I et puis Kushu, donc Nge Kushu, on pourrait très bien dire Daki Kushu. Mais dans ce cas-là, on est bien d'accord aussi que si on veut dire Dagi Kushu, on transforme la particule ergative, ici, en une particule génitive, parce que sinon ça marche pas. Hein. Sinon, vous pouvez pas créer un lien entre pomme et moi. C'est OK pour toi, Sophia, aussi, pour qui ces notions sont un peu nouvelles? Ouais, c'est bon pour toi? Tu comprends bien? Ouais, OK, super. Je suis. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est clair qu'au début, on suit, puis après, on intègre. Puis petit à petit, vous allez intégrer. Et je pense que c'est la même chose pour Agnès. Mais déjà, si vous comprenez, c'est vraiment, honnêtement, fondamentalement. C'est fondamental. Parce que ça, on est en train vraiment... Plus vite on comprend ça, mieux ça va. Mais vous voyez, c'est pour ça que je voulais te tirer l'oreille, Philippe. C'est parce que, mais c'est normal encore. C'est parce que le réflexe n'est pas complètement là. Mais au bout d'un moment, le réflexe, il est clair. C'est-à-dire, toutes les questions d'ailleurs que tu me poses juste pour confirmer, après tu les confirmes toi-même parce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est que tu peux pas, avec les particules, tu peux pas filouter. C'est-à-dire que tu peux imaginer là tout ce que tu veux, à la rigueur. Mais la particule, ça, non. Parce que la particule, là, elle est un peu coulée dans le béton. Elle peut avoir plusieurs fonctions, mais c'est pas des fonctions, on joue pas avec les fonctions des particules. On doit apprendre les fonctions des particules. Non, mais simplement, comme là, on travaillait sur un texte, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le gars. Oui, oui. Bien sûr. Non, mais j'en profite. Et voilà. Non, mais aucun problème. Non. Oui, non, mais c'est sûr. Tu vois, mais non, puis c'est pas du tout pour insister sur le truc momentanément peu clair. C'est pas du tout pour ça. C'est vraiment juste pour dire qu'au bout d'un moment, on a vraiment le réflexe et en fait, le réflexe fait que, encore une fois, dans le cas d'une particule, on pourrait dire l'élément qu'on a là à gauche, c'est un X, l'élément qu'on a à droite, c'est un X. Et puis, la particule, elle est là. Et puis ça, je veux dire, cette structure, on l'a dans la tête. Et donc, on a complètement clarifié le sens des particules, et c'est pour ça qu'on fait de l'analyse de texte. C'est pour vraiment apprendre le sens des particules. Et puis là, après, là, on est souple. Là, on est complètement souple. Parce que ça peut être n'importe quoi avant, n'importe quoi après. Mais comme je vous l'ai montré après ici dans la lecture, si moi je lis cet élément, je vais lire sabun, la graine. Sabun yang, c'est une manière de dire la graine aussi. Di nyamtu, concevant cela. Dagi, moi, acteur. Nyugu, une pousse. Ngunpardupo, j'ai fait se manifester une pousse. Nyamtu, concevoir. Misemso, ne pense pas. Donc ça veut dire qu'au moment où je lis la phrase, mais bien sûr, pour que je la lise comme ça et que je la comprenne tout de suite, j'ai dû apprendre le vocabulaire, d'une part, mais surtout j'ai dû faire, et c'est ça, c'est vraiment là où j'essaie de vous emmener, c'est faire qu'au moment où vous lisez, vous avez le sens contenu dans les éléments de la phrase. Parce que vous dites sabun yang, di nyamtu, dagi, nyugu ngunpardupo, nyamtu, misemso. Et puis vous avez tac,
tac, et vous avez les blocs. Vous avez la graine, penser cela ou concevoir cela, moi, acteur, pousse, rendre manifeste, concevoir, ne pense pas. Et vous avez tac, 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 vous dites vos éléments de sens, et puis ensuite, c'est pour ça que le rendu, c'est pas notre problème. Le rendu en français, finalement, on s'en fout, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il intervient, évidemment, vu que le texte est traduit. Mais c'est pas le premier élément sur lequel on travaille. Donc, merci à Dominique d'avoir suggéré d'organiser les leçons de manière différente. Parce que comme ça, on commence à travailler là. Parce que ça, c'est ce qu'on doit faire. Et puis ensuite, vous continuez à regarder, à découvrir votre PDF, puis là, vous avez vos réponses. Mais d'abord, notre travail, c'est un travail non pas de lecture pour lecture, mais c'est un travail où vous isolez les particules. Et ça, c'est super important. D'accord? Ok. Donc, je regarde. D'accord, on a encore du temps, c'est bien. On va faire un peu de... Je suis en train d'hésiter, simplement, si je vous fais repérer les particules. Peut-être Cathy... J'avais une question. Ouais, je t'en prie, Dominique, bien sûr. Repérage des particules, ça c'est la première des choses. Mais si tu descends un petit poil en bas là, de ton PDF, autant que je me souvienne, les accolades, ça correspond au rythme de lecture ou ça correspond au groupe de mots qui ressortent des particules? Les accolades permettent de regrouper les mots pour faire des unités de sens. Le but de l'accolade, c'est ça. C'est-à-dire, le but de l'accolade ici, alors évidemment, repère des particules, là, c'est, si vous travaillez au début, idéalement, vous travaillez là-dedans, c'est-à-dire sans parachute. Et puis après, vous avez là cette partie où vous dites, est-ce que j'ai bien capter ou repérer les particules qu'il est intéressant pour moi de repérer. Donc ça vous aide à vous dire, ah ouais, là, je l'avais pas vu, celle-là, par exemple ici. Maintenant, on est bien d'accord aussi que peut-être il y a des éléments qui vont passer à l'as, et ça, c'est OK. Mais au moins, la méthode, elle sera toujours la même. Donc, petit à petit, vous allez quand même progressivement vous dire, tiens, ça, c'est une particule. Ensuite, si vous creusez, vous allez avoir une explication grammaticale, de toute manière, même très détaillée. Donc, pour en revenir à ta question, Dominique, ben là, ça me permet de me dire que daki, c'est un élément de sens. Si je devais parler comme ça, je dirais que c'est un élément de sens. C'est certes un groupe de mots, mais sabon, c'est aussi un élément de sens. Mais sabon yang, c'est aussi un élément de sens. Donc, c'est une manière... alors, Annie, tout de suite, c'est juste pour dire, c'est pas fixé dans le béton, hein, parce que je pourrais aussi dire... je sais pas, il y a des moments, par exemple ici, je pourrais très bien séparer ici aussi. Je pourrais mettre une séparation ici. Je pourrais mettre circonstance dida qui, mais je peux aussi faire ken dida qui. Je peux faire les deux. Donc c'est pas non plus coulé dans le béton là. C'est-à-dire que l'organisation de nos segments, c'est un peu comme si vous dites le cheval blanc derrière la maison. Vous pouvez considérer que cheval blanc, c'est un élément de sens. Derrière la maison, c'est un autre élément de sens. Mais vous pouvez aussi considérer que le cheval blanc derrière la maison, c'est un élément de sens. Ça dépend de ce que vous dites après. Parce que si vous dites à qui est le cheval blanc derrière la maison. Donc, dans ce cas-là, vous êtes bien en train de parler de ça. C'est-à-dire, il se trouve un objet, il se trouve que c'est un cheval, mais il y a une globalisation du sens qui a été faite. À qui est le cheval derrière la maison? C'est pas juste à qui est le cheval. Oui, Annie. Il faudrait que tu redescendes un peu. Non, pas tant que ça. Non, le dit, voilà là. Le dit du deuxième, tu le mets là.
Ça va bien. Di Nyamtu, ouais, je l'ai mis, je l'ai mis là comme ça. Parce que le 10, ça se rapporte à la graine. Ça, C'est cette graine aussi, non? euh, non, parce que c'est la graine qui pense. La graine, la graine, elle pense pas, on est bien d'accord. C'est justement pour dire qu'elle pense pas. Mais on est en train de jouer le jeu. Quoi, c'est un peu théâtral, mais on est en train de se dire, imaginons que la graine pense. Donc, c'est pour ça que ici, Sabon Yang, c'est manière de dire la graine aussi. Di Nyamtu, c'est-à-dire di, le di, c'est pas la graine. Le di, c'est le fait de je suis acteur de, etc. Qu'on a vu avant dans les extraits avant. En fait, on fait une forme d'ellipse. C'est-à-dire la graine aussi, quand on dit dinyamtu, c'est presque une manière de dire cette conceptualisation-là. C'est pour ça que le di, à mon avis, va avec le nyamtu, de ce point de vue-là. Oui, non, mais sans doute. Mais... Ouais. Bon. Mais bon, quoi, il me semble, hein. Oui, bah, si tu mets pas les crochets, on se pose plus de questions. Ouais. Mais les crochets, on peut dire les crochets, c'est les petits trous, hein, c'est les petits trous du vélo. C'est juste pour nous aider. Hein. Elle t'encombre plus qu'autre chose. Bon, parfois, elle peut encombrer, ça c'est possible. Mais dans la plupart des cas, ça va nous aider, parce que dans la plupart des cas, ça va nous permettre de faire apparaître tout à coup, voilà, encore une fois, une unité de sens. C'est des unités de sens. Hein. C'est pour ça que, par exemple, ici, vous avez Nyugu Ngunpardupo. Là, on aurait de nouveau pu l'organiser autrement. Parce que Nyugu, ça veut dire pouce. Donc, si vous avez Nyugu Ngunpardupo, alors Ngunpardupo, Ngunpardup, hein, Ngunpardup, le po est aussi une particule, mais là je ne l'ai pas souligné comme particule, mais c'est une particule. Hein, là, si je reviens dans mon texte ici, Ngunpardupo, l'unité de sens, on la voit dessinée ici, c'est-à-dire Nyugu Ngunpardupo. Donc, Ngunpardup, c'est rendre manifeste. Ok? Donc, po, après, c'est un nominalisateur, ça. Mais ça, pour l'instant, en tout cas pour vous les débutants, vous êtes en train de prendre contact. Hein. Mais maintenant, pour le niveau intermédiaire, quand je vous dis non pardu po, nominalisateur, ça vous dit quelque chose pour vous. Cathy, c'est clair pour toi? Ouais? Philippe aussi? Ok, très bien. Pour toi, Annie, évidemment. Là, c'est quand même, c'est sûr. Pour toi, Dominique, c'est clair ou pas, le nominalisateur? Oui, c'est très bien. Ça, après, bien sûr, d'ailleurs, c'est pas très compliqué, les nominalisateurs. Nominalisateur, c'est simplement que vous prenez un radical verbal, mais ça peut aussi être autre chose, et vous le nominalisez. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, verser, ça devient un verseur. Tout simplement. Vous avez un verbe, c'est skier en français, c'est skier, skieur. Verser, verseur. Donc, quand vous dites un verseur, c'est un verbe nominalisé. C'est pas autre chose que ça. Ben, en tibétain, pour faire ça, on ne crée pas un nouveau mot, parce que verseur, c'est un nouveau mot par rapport à verser, en français. La seule chose qu'on fait en tibétain, c'est qu'on rajoute un nominalisateur, c'est-à-dire po, pa, mo, ma, par exemple. Tout simplement. On met une particule à la fin. Et de nouveau, bah, c'est ce que je vous montrais en début. Jean-Marc, ouais. Du coup, non-par, on a le pas qui est nominalisateur, ouais. Et le ra, c'est aussi une particule, du coup. Oui, oui, tout à fait. Simplement ici, alors là, c'est complètement. Si on voulait décortiquer plus, on pourrait décortiquer ngun plus pa, plus ra, et puis ensuite drup. On peut faire ça. Mais à un moment donné, par rapport à la notion de unité de sens, c'est aussi bien, mais d'ailleurs après, dans l'analyse, c'est analysé en détail. Mais quand vous le voyez en braquet, c'est aussi bien de le comprendre comme une sorte d'unité de sens en soi. Pourquoi? Parce que Ngunpardup, même sans l'analyser, ça devient une unité de sens. Mais bien sûr que pour construire Ngunpardup, vous avez besoin d'une nominalisation, vous avez besoin d'une particule encore. Mais, ouais, quoi, voilà, tout simplement. Bien sûr que quand on analyse, on peut analyser tous les éléments
constitutif d'un texte, vu qu'en tibétain, on est certain que dès lors qu'il y a un point derrière ici, dès lors qu'il y a un point derrière une syllabe, la syllabe est porteuse de sens. C'est une langue monosyllabique. Donc vous avez toujours du sens dans une syllabe, tout le temps. Il n'y a pas une syllabe où il n'y a pas de sens. Ça n'existe pas. Ok. Simplement ici, quand je dis pas... Hein, pardon. Oui, Cathy, vas-y. Oui, j'ai une question aussi, justement par rapport au Nyunpar, Drupa. Par, il me semble, le Ra, c'est ce qu'on avait vu dans les leçons précédentes où on disait que c'était ça permettait de former un syntagme verbal. Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pourquoi après on peut décider. Donc, on l'a vu, Oui, on l'a vu souvent en fait. On l'a vu très souvent. On l'a vu très souvent. C'est pour ça qu'après on peut prendre cet élément comme unité de sens. Cet élément Munpardrup. Et Munpardrup, c'est un verbe. Ça veut dire rendre actuel. C'est rendre manifeste. Tout simplement. Donc là, après, ici, moi je l'ai relié comme ça, le groupe de mots, en disant Nyugungunpardrupo, c'est un peu la pousse rendue manifeste. Et la pousse rendue manifeste, mais j'aurais pu largement séparer. Nyugu, virgule, la pousse, virgule, la rendre manifeste. Nyamtu, concevoir, ne pense pas. Ça va? Vous suivez? Hein? Sophia, ça marche aussi? Ça va? Bon. Il y a beaucoup pour vous, pour les débutants, là, il y a beaucoup. Ça, c'est clair. Mais ça vous permet... Voilà, c'est un peu comme, vous tombez dans la piscine, là, et puis vous regardez. Mais je pense qu'il y a forcément, par percolation, il va y avoir des choses qui vont quand même vous aider à comprendre le contexte général du texte, parce que le but, c'est ça. De toute façon, on va vers ça. Ce soir, on fait le cours débutant et on va, on va y aller plus lentement, mais on va faire exactement ce travail-là. Bon, voilà, pour la première phrase, c'est très bien ça. Philippe. On peut pas essayer de comprendre le sens de cette phrase parce que moi, il m'échappe un peu. Oui, bien sûr, et on le comprend comme ça en disant la graine elle-même, la graine aussi, cette conception-là, celle dont on a parlé déjà avant, c'est-à-dire moi qui suis acteur, en gros, cette conception-là, 2 points, ouvrez les guillemets, moi, la pousse, la rendre manifeste, fermez les guillemets, cette conception, elle ne le pense pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire que la graine elle-même ne conçoit pas qu'elle a produit une pousse. Taré. Je comprends pas. Alors, donc dans ce cas-là, c'est pas une compréhension du mot que tu comprends pas. Oui. Le contexte de cet extrait du sutra est très important parce que c'est un moment où dans le sutra, ce que l'on veut dire, c'est que même s'il y a des causes et des conditions, il n'y a pas d'agent conscient de vouloir produire une action. C'est pour ça que alors ça, c'est vraiment le fond philosophique du sutra. Mais ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui a conscience de produire quelque chose. Donc, oui, ça je comprends. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit que la graine n'est pas un agent. Et ça, c'est extrêmement important parce que du point de vue philosophique, ça veut dire que non, même si moi j'ai l'impression d'être un agent, je ne suis pas un agent, du point de vue philosophique. Dans mon expérience, oui, je suis un agent. Vu que c'est moi qui me lève, vu que c'est moi qui vais prendre une pomme, c'est moi qui mange une pomme. Donc je suis un acteur. Grammaticalement, je suis un acteur. Daki, c'est grammaticalement, je suis un acteur. Mais réellement, je ne suis pas un acteur. Réellement, il n'y a pas d'acteur. C'est pour ça qu'il n'y a que, par exemple, il n'y a que des pensées sans penseur. Oui. Ouais, mais c'est ce que veut nous dire le sutra. C'est pour ça qu'il insiste en donnant ces exemples-là. C'est-à-dire en disant que pour qu'il y ait une graine, c'est le résultat de cause et condition.
mais pas une seule de ces causes et conditions n'a l'impression d'être une cause et une condition. Et donc c'est pour ça que c'est une chose quoi. Le sutra là tâche de nous dire quelque chose d'extrêmement important parce que ça veut dire aussi, et on le verra après, et on le voit à la fin, on dit de cette manière la fleur qui est le bout du processus, la fleur, teshintu, de cette manière, meto yena, si il y a une fleur, meto fleur, ye il y a, na si, si il y a une fleur, debu pardu, d'accord, jusqu'au fruit, c'est-à-dire de la fleur jusqu'au fruit, debu pardu yang, même jusqu'au fruit, ngun pardu par durute. De la même manière, eh bien, s'il y a une fleur, il y aura jusqu'au fruit cela sera rendu manifeste, mais ce qu'on veut dire là, c'est que cela sera rendu manifeste, il y aura donc une actualisation du fruit, mais de la même manière, c'est-à-dire de la même manière, sans que aucun de ces éléments qui ont produit le fruit n'a eu la conscience de produire quoi que ce soit. Donc il n'y a pas d'acteur. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une graine a une conscience qui pense quelque chose? Parce qu'on est sans arrêt en train de l'imaginer pour nous-mêmes. Oui, je comprends le résultat, mais je ne comprends pas le texte. La démarche, c'est de prendre un exemple simple et ensuite de se dire... Parce que pour être simple, c'est simple. Ben oui. Non, mais on prend cet exemple simple pour comprendre quelque chose de très complexe, c'est-à-dire pour comprendre qu'en fait, moi-même, qui ai l'impression, par exemple, dans un processus quand on utilise nos consciences sensorielles, comme je viens de le faire dans la phrase, je vais dire on utilise nos consciences sensorielles. Pour pouvoir utiliser nos consciences sensorielles, il faut qu'il y ait l'idée de quelqu'un qui utilise un instrument pour percevoir quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Du point de vue de l'Abhidharma, ce que je viens de dire est faux. Bien sûr, ça je comprends. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Oui, mais justement, c'est qu'on parle d'une graine qui, pour moi, n'a pas vraiment de conscience de faire quoi que ce soit. Évidemment, mais là, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène pédagogique. Oui. Bon, alors après, c'est vrai que la mise en scène pédagogique peut ou pas nous toucher. Ça, c'est possible. Là, évidemment, ça, c'est des histoires de perception. Mais c'est une mise en scène pour comprendre ça. C'est-à-dire pour comprendre une chose très profonde, mine de rien. Là, parce que justement, on est persuadé quand j'écoute un son, que c'est, d'ailleurs, je viens de le dire en français, j'écoute un son. C'est-à-dire, je suis persuadé qu'il y a un acteur qui écoute quelque chose. Du point de vue de l'Abhidharma, non. En fait, le Bouddha, quand il regardait une pousse de riz, quand il a compris ça, du coup... Bien sûr, c'est pour ça que pour lui, il y a un effet démonstratif. C'est-à-dire qu'il est assis à côté d'une rizière, et d'ailleurs, il le dit au début du sutra, vous vous en souvenez, il le dit, si on comprend cela, on comprend tout le sens du dharma et on comprend tout le sens des tata agata. C'est-à-dire qu'on comprend l'ultime. C'est-à-dire, si je comprends ce qui est en train de se jouer dans la manifestation d'une pousse de riz, alors je comprends ce qui se joue dans la manifestation de tous les phénomènes. Donc, il est en train à travers un exemple simple, ils sont là tous en train de regarder la pousse de riz, il leur dit, mais si vous aviez compris parfaitement ce qui se produit ou ce qui se joue là, dans cette pousse de riz, alors vous comprenez l'entièreté de la manifestation phénoménale. De la graine au fruit, c'est un processus que nous découpons artificiellement. Mais ce processus, c'est nous qui le découpons. Oui, j'entends, mais évidemment, c'est nous qui le découpons. Mais c'est, encore une fois, simplement une astuce pédagogique. Mais je ne comprendrais jamais, si j'avais lu le texte, je n'aurais jamais compris l'idée qu'il y a derrière. Ouais, tout à fait. C'est tout ce que je veux dire. Oui. On a eu une semaine d'explication pour le... Non, mais je comprends l'idée. Non, mais bien sûr que tu comprends l'idée. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que le sutra, Dominique, tu as raison aussi, bien sûr. De toute façon, ce sutra s'étudie et il se réfléchit, etc. Après, non, mais l'exemple, après, ok, pas de problème. L'exemple peut être pertinent ou pas. Mais c'est une mise en scène, purement artificielle.
Mais elle a son intérêt, parce qu'elle va nous faire réfléchir à l'idée d'acteur. Mais on pourrait dire qu'elle est aussi largement paradoxale, parce qu'on voit bien que grammaticalement, on utilise l'idée d'un acteur. Clairement. Mais on utilise l'idée d'un acteur pour dire que cette pensée-là, cette pensée de moi agissant, parce que c'est vraiment da qui, c'est moi agissant, cette pensée-là, elle ne le pense pas, justement. Elle ne l'a pas en tête. Alors, évidemment, dans le cas d'une graine, c'est facile à le comprendre, vu qu'elle n'a pas de conscience. Et tu as raison là-dessus, Annie. C'est logique dans le cas d'une graine. Mais on ne veut pas parler d'une graine. Alors, c'est là où on est dans l'allégorie, évidemment. Il y a juste un petit souci dans le PDF, je crois, à la page 7, la traduction littérale par section pour le passage tibétain. C'est la section de la fois dernière. Non. Où ça? La dernière page 7. Il me semble aussi. Après le vocabulaire. Ah, mais parce que ça va pas du tout, ça, bien sûr. Le début est bon. Mais oui, mais j'ai oublié de changer ça. Ah, c'est pas vrai. Bon, bah, je vous renverrai le PDF. Merci, bien sûr. Ok, d'accord. Bon, bah, je vous le renverrai. Merci de l'avoir vu. J'ai complètement oublié ça. Parce que chaque fois, quand je refais le PDF, pour pas avoir besoin de refaire tous les styles, je garde les mêmes styles de la leçon précédente. Ok, oui, tout à fait. Ok, donc... Voilà, donc il y a donc bien de la matière sur tout ça, on est bien d'accord. Et puis après, bon, l'avantage c'est que c'est un peu répétitif, donc c'est pas trop compliqué non plus. Hein. C'est-à-dire que après on a Nyugu Yang, avant on a Sab Nyang, Nyugu Yang. On voit bien, on réutilise le même procédé. C'est-à-dire, on dira après, la pousse aussi cette conception-là du genre moi, Kien dit. Dani, Kien dit, moi en tant que, bien sûr Agnès, pas de problème, à bientôt, à bientôt. Moi en tant que pouce, je suis une circonstance, elle ne va pas le penser non plus, etc. Après le procédé elle-même. Voilà. Y a-t-il d'autres grandes questions sur ce qu'on a vu ou pas? Après, il n'y a que du boulot. Hein. Ça vous va comme ça? C'est bien? Ok. Je vous dis ça parce que on est... Oui, bien sûr, Cathy, vas-y. Oui, justement, par rapport au DAC Ni. Ni, c'est une particule, mais là, c'est pas une particule instrumentale. Absolument, ce n'est pas une particule. C'est une particule... Alors, ici, le Ni, ça, c'est une particule à laquelle vous allez vous habituer aussi, bien sûr. Alors exactement, c'est une particule emphatique, c'est une particule qui met l'emphase, c'est-à-dire qui peut se traduire par quant à, par exemple, quant à je, on pourrait le traduire comme ça. C'est les deux points, c'est les deux points. C'est-à-dire, quant à moi, hein, c'est un peu comme si on disait quant à moi, virgule, circonstance, quien, cette circonstance-là, c'est-à-dire cette circonstance qui permet de manifester la pousse, etc., quoi, la fleur, voilà. Cette circonstance, dagi, hein, ditagi, c'est-à-dire ces circonstances, là c'est au pluriel, ces circonstances, munparjupso, je les ai rendues manifestes, hein, parce que munparjupso, so, quand on met une particule finale ici, c'est vraiment une manière d'affirmer que l'on vient, quoi, voilà, on est à la fin d'une idée, hein, rendre manifeste, eh bien, nyamtu, concevoir, misem, yuki. Hein, misem, alors, misem, meki, ça c'est assez particulier. Je vous ai mis une note assez fouillée, qui comme toujours vient de Tony Duff, parce qu'il dit très bien les choses, mais meki, ça c'est une chose très importante. C'est vraiment une façon de dire que tout ce qu'on a dit avant, eh bien, est en parfaite opposition avec ce qui est dit après. Mais bon, ça c'est juste une formule très très littéraire. Très littéraire. C'est pas très compliqué, c'est juste très littéraire. Voilà. Ok les amis. Donc là maintenant, après, il y a du vocabulaire, il y a plein de choses. Alors pour la pause d'hiver, il est bien clair que vu que nous en sommes honnêtement à la leçon 47,
je pense que si vous faites une petite révision, ne serait-ce que de la leçon 20 à la leçon 40, vous aurez de quoi occuper cette pause hivernale, il n'y a vraiment pas de doute, parce que je pense qu'il y a quand même encore des tas de choses qu'il faut apprendre, voire même apprendre par cœur s'il s'agit du vocabulaire, etc. Donc je pense que vous avez la matière. Ça me rassure beaucoup parce que j'avais peur de vous laisser dans la loisiveté la plus complète pour cette période des fêtes, mais je crois que je suis rassuré, quoi. Voilà. Jean-Marc, ouais. Il serait possible d'avoir l'intégralité du texte de la pousse de riz en tibétain, juste? Ouais, juste en tibétain, ça je peux vous le donner, ouais, bien sûr. Alors dans ce cas-là, Philippe, tu m'envoies juste un petit message sur WhatsApp, parce que sinon j'oublierai. Ok, ça marche. Et puis je t'enverrai ça, il n'y a pas de souci, bien sûr. Ok, on va s'arrêter là avec une dédicace. Sonam di tamche zingpa ni tomne nyepe janam pamjene kega na chi bala tupai sipe tsole dowa dolwarisho. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir assisté à cette leçon. Comme je vous l'ai rappelé, pause hivernale, donc c'était le dernier cours parce que voilà, pour moi, petit pèlerinage en Inde pendant 3 semaines et demie. On se retrouve au mois de janvier. Ouais, ça va être sympa, disons, a priori, on n'en sait rien, hein, bon, a priori. Et puis, voilà, vous avez plein de... Bon, je suis jamais loin de mon téléphone et de mon ordinateur, malgré tout. Donc, vous pouvez continuer à envoyer des messages sur le groupe WhatsApp, mais c'est très dynamique, donc on voit qu'il y a d'autres personnes qui répondent à ma place, et c'est le but justement d'une petite communauté d'études. C'est vraiment une très bonne chose. Voilà, je vous souhaite une belle journée et prenez bien soin de vous. Merci et de beaucoup, belles Jean-Marc. fêtes, hein, mais merci à vous. Ouais, et à bientôt. Bon voyage. Merci. Bon voyage. Merci beaucoup. Bon Merci. voyage. Merci. Mais super. Voyage. À bientôt Merci. les amis. Merci, au revoir. Bonne fête à tous. Ouais, bonne fête à tous.